Le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour, aujourd'hui dans le MAC Culture avec mes 3 invités, nous allons découvrir la toute nouvelle exposition du Passage Sainte-Croix qui s'inscrit dans la thématique du lieu pour cette année 24-25, mémoire et oubli. Une exposition originale car elle met en éveil notre sens de l'odorat. En effet, retenir ton odeur invite le visiteur à s'arrêter et prendre le temps de sentir pour se souvenir devant les œuvres olfactives de l'artiste Julie Fortier. En écho à son travail, le Passage Sainte-Croix propose de redécouvrir une histoire de Nantes méconnue, celle des parfumeries Biette et Saradin, dont 2 des descendants sont en studio, Arnaud Biette et Patrick Saradin. Alors bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Julie Fortier, on va commencer par vous. Vous êtes plasticienne de formation, vous avez fait une école d'art au Canada dont vous êtes originaire. Et un jour, vous avez décidé de compléter votre formation à l'école de parfumerie 5e Sens à Paris, dont vous êtes diplômée. Alors, pourquoi ce besoin de rajouter, une corde à votre arc? Vous vous sentiez limité dans votre expression artistique? Non, pas tellement limité, mais j'avais envie d'ouvrir mon travail à plus de sensorialité. Et c'était une époque où je me posais beaucoup de questions sur la question de la mémoire, justement, la question de la transmission. C'est un moment où j'ai eu des enfants et je me suis tournée vers des activités, en fait, que je pratiquais beaucoup, la cuisine. Et de la cuisine, j'ai glissé très rapidement vers les odeurs parce qu'en fait, la mémoire olfactive, c'est une mémoire qui est indélébile. Et c'est là que je me suis dit, il fallait que je me forme comme parfumeur pour pouvoir mettre en place un laboratoire et travailler en toute autonomie. Et vous avez réussi à concilier finalement la partie plastique et la partie olfactive. Oui, tout à fait. C'est ce que je cherche toujours, c'est comment donner forme aux odeurs dans des espaces d'exposition. Alors pour cette exposition, retenir ton odeur, c'est à peu près une 12aine de vos œuvres qui sont exposées. Oui, une demi-douzaine, oui, plutôt. Voilà, bon. Alors avec donc à la fois donc cet aspect olfactif dont on parlait, mais avec des expressions plastiques très très variées. Alors on va peut-être parler plus spécifiquement peut-être de celle qui est la plus saisissante, on va dire, parce que elle s'intitule donc Les Intouchables. Comment est née cette œuvre, Julie Fortier? J'avais été invitée par un centre d'art qui s'appelle la Crypte d'Orsay, à Orsay. Et c'est un lieu, en fait, qui est sous une église. Et à côté de cette église, il y avait des migrants qui passaient constamment parce qu'en fait, l'église permettait d'avoir une adresse postale pour qu'ils puissent faire leurs papiers. Et je me suis dit, c'est intéressant, c'est intriguant. On les aide, mais on ne les prend pas en charge. Donc, il y avait vraiment ce rapport de mise à distance. Et tout de suite, ça m'a fait penser à toutes ces matières qu'on n'a plus le droit d'utiliser en parfumerie parce que au contact de la peau, ça peut poser des problèmes de sensibilisation, d'allergie ou de photosensibilisation. Donc, c'est des ingrédients qui aujourd'hui sont proscrits de notre palette de parfumeurs. Donc, j'ai décidé de faire des parfums avec des ingrédients qu'on n'a plus le droit d'utiliser aujourd'hui. Et c'est pas dangereux pour le visiteur? Non, c'est pas dangereux à sentir. Ce qui est dangereux, entre guillemets, c'est dangereux par la répétition. Mais à sentir, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui est dangereux, c'est le contact avec la peau. Et en fait, à sentir, en fait, c'est que ça nous renvoie finalement à des parfums qu'on a déjà sentis parce que c'est des ingrédients qu'on pouvait utiliser jusque dans les années 80. Donc, toute personne qui est née avant les années 80 a déjà senti ces ingrédients. Et ça ramène invariablement à des souvenirs, à des personnes qu'on a côtoyées, même si ce n'est pas spécifiquement des formules exactes, mais ça ramène à une certaine ambiance olfactive d'une autre époque. D'une époque dans laquelle quand même on va tous quand même pouvoir se retrouver. Plus ou moins. Ouais. Il y a 2 parfums sur cette œuvre. Oui, il y a 2 parfums. 2 parfums qui sont vraiment très différents? Oui, qui sont différents. Ils sont faits exactement avec les mêmes ingrédients, mais ce n'est pas les mêmes proportions. Et du coup, ça donne 2 profils olfactifs différents. Un qu'on peut qualifier de plutôt masculin avec des facettes plutôt boisées et cuirées, et un autre qu'on peut qualifier de plutôt féminin avec une facette plutôt fleurie. Je disais que l'œuvre est assez saisissante, mais elle est alors de manière olfactive évidemment, mais ça c'est toutes vos œuvres, mais surtout visuellement. Oui.
Ben, parce qu'on a collé 25 000 touches à parfum, une par une, sur le mur. Et ce sont des touches à parfum qui sont noires. Et comme le mur est blanc, ça fait un contraste assez saisissant. Et ça recrée comme une espèce de pilosité, de fourrure ou de forêt vue du ciel. Et il y a quelque chose qui est à la fois attirant et à la fois dérangeant parce que ça renvoie aussi à une certaine forme de tabou. Hein. On s'épile, on arrache les poils, on essaye de paraître propre. Et là, ça renvoie à quelque chose qui peut être un peu dérangeant. Justement, lors de la conférence de presse, vous disiez que pour vous, le parfum avait une dimension politique, oui. Notamment dans notre rapport à l'autre. J'aimerais un peu que vous nous l'expliquiez. Ben, en fait, cette dimension politique, c'est déjà quand on respire des odeurs, les molécules entrent en nous, nous pénètrent et nous transforment chimiquement. Ça entraîne toute une cascade de réactions chimiques dans le cerveau. Donc, on ne sort jamais indemne quand on sent un parfum. Et la difficulté avec les parfums, c'est qu'on ne peut pas se rétracter, on ne peut pas s'empêcher de respirer. Donc, on les subit en quelque sorte. Et c'est ce qui fait aussi que parfois, on trouve que c'est violent quand quelqu'un d'autre nous impose certaines odeurs. Et ça peut susciter des réactions assez violentes de rejet par rapport à la différence, par rapport à l'autre. D'autant plus qu'on a très, très peu d'éducation par rapport aux odeurs. On a très peu de vocabulaire, on s'appuie beaucoup sur les autres sens. Et si on avait plus d'éducation, si on avait plus de tolérance, plus de vocabulaire et plus de manière d'analyser plutôt que de polariser bien, mal, bon, pas bon, on aurait probablement plus de tolérance envers la différence et envers l'autre. Oui, parce que vous le disiez bien, hein, c'est très personnel finalement. La notion de l'odeur, la perception de l'odeur, c'est quelque chose de très intime. Et donc finalement, il n'y a pas de bien ni de mal. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse quand on sent. Il n'y a que des ressentis et chaque ressenti est bon. Dans le patio, là, le visiteur est invité à se déchausser pour arpenter un coin de Bretagne Nord, on va dire ça comme ça, hein, que vous avez retranscrit donc sur un immense tapis de laine tuftée et puis évidemment à travers 2 parfums. Alors, qu'est-ce qui raconte ce paysage ? En fait, c'est un paysage qui raconte ce que vivent les marins et les paysans par rapport à l'environnement, en fait, parce que c'est 2 métiers où les paysans et les marins sont dans une attente désirante par rapport au paysage, par rapport à la mer, et qu'ils ils attendent beaucoup que la terre donne, que la mer donne. La mer prend, la terre prend aussi, mais il y a vraiment ce rapport d'attente, de production dont ces personnes dépendent. Et j'avais vraiment l'idée de les mettre en relation. Et pour faire les parfums, j'ai prélevé en fait toutes sortes de végétaux sur le site, auprès de la mer, dans les terres, pour essayer d'avoir cette odeur de la terre et cette odeur de la mer qui sont issues de ces paysages. Et alors là, on monte à l'étage et là, c'est une œuvre qui s'appelle Immunité. Alors là, elle explore le lien entre les larmes, la chimie et les émotions. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est vraiment l'intime que vous interrogez ? Oui, tout à fait, parce que on a tous une manière de faire face aux émotions. Et des fois, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que des fois, en fait, la pleurer, en fait, c'est une douleur extrême, mais ça peut être aussi un soulagement. Ça peut, en fait, faire du bien. Parce que dans le cerveau, il y a un déclenchement de sérotonine, d'endorphine, suite à une crise de larmes. Et c'est ce qui m'intéressait, en fait, dans cette œuvre, c'est d'aller chercher, en fait, des parfums qui sont prouvés scientifiquement, certaines molécules sont prouvées pour déclencher la production de sérotonine dans le cerveau. D'autres molécules ou d'autres ingrédients naturels sont prouvés pour favoriser la détente, sauf si dans notre histoire personnelle, on a des événements qui invalident en fait parce qu'en fait on peut à la fois avoir culturellement ou personnellement un vécu qui nous amène dans une direction, et la science peut dire ben non, normalement ça produit de l'endorphine, mais si dans notre vécu ça produit quelque chose de négatif, le cerveau va pas réagir de la même manière. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Il y a pas une recette pour tout le monde. Voilà, on l'a bien compris, tout ça c'est très très personnel. Le titre de l'exposition c'est Retenir ton odeur. Alors on sait tous quand même qu'une odeur c'est très très volatile, donc éphémère. Comment on fait pour la retenir, l'odeur ? En fait, c'est avec la mémoire.
Donc, c'est vraiment la manière d'imprimer de manière indélébile. Quand on a une odeur qui nous marque profondément, on ne l'oublie jamais. Après, en parler ou dire ce que c'est, ça, c'est une autre histoire parce que le sens de l'olfaction n'est pas lié au langage. Mais par contre, on va savoir qu'on connaît cette odeur et qu'elle nous rappelle quelque chose. Et ça, on ne l'oubliera jamais. Alors justement, la mémoire, c'est un petit peu aussi la deuxième, le pendant de vos œuvres, c'est la mémoire de Nantes, qui finalement est une mémoire un petit peu oubliée, c'est celle de la parfumerie. Et donc là, le passage Sainte-Croix remet en avant 2 maisons de parfumerie, et notamment la maison Biette. Arnaud Biette, vos ancêtres non plus, ils n'avaient pas commencé un petit peu comme Julie Fortier, ils n'avaient pas commencé par la parfumerie, eux. Effectivement, ils ont commencé par la savonnerie de toilette, donc qui est des savons parfumés. Donc il y avait quand même le parfum comme un déconstituant. Et c'était les premiers d'ailleurs à Nantes à créer une savonnerie. Et ça remonte à quelle époque ? 1882. Voilà. Alors pour se raccrocher au thème général de la mémoire, je peux commencer par ça. En fait, mon grand-père Maxime Biette parlait à ses petits-enfants le soir quand on venait le voir dans sa maison de Vertou, un peu de son aventure personnelle et notamment en tant qu'industriel. Et en fait, à son décès en 1990, à plus de 100 ans, quand même. J'ai voulu, étant le seul membre de la famille à m'être installé sur Nantes, j'ai voulu retrouver un petit peu les traces de cette histoire-là. Et j'ai été très étonné, parce qu'il avait rien laissé, à part une valise de comptes, comptabilité, ou statuts, etc. Et puis quelques années après, mon père me ramène tout un cahier de formules de parfum, dont un qui avait été retranscrit par mon grand-père, donc Maxime, pendant la guerre de 14-18. Et d'ailleurs, alors c'était en 1916 exactement, il marque sur son carnet, retranscrit ce jour, alors c'était juillet 1916, sur le front à 30 mètres des Boches. Alors, j'avoue, c'est très émouvant de voir ça. Quel rapport entre la guerre et retranscrire des formules de parfum. Alors, donc, à part ces documents-là. Et ça, ce carnet, il est présenté lors de l'exposition ? Non, mais je peux... Effectivement, je l'avais mis de côté, mais je ne l'ai pas encore complètement installé. C'est peut-être un peu fragile. Mais ça serait peut-être intéressant, effectivement, de le mettre. Donc, avec ces cahiers-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire ? Et j'ai eu la chance de rencontrer les initiateurs de l'osmothèque de Versailles. Alors, peut-être, il faut que vous disiez aux auditeurs ce que c'est qu'une osmothèque. Ou peut-être, d'ailleurs, l'osmothèque. Est-ce qu'il y en a plusieurs dans le monde ? Je ne sais pas. Et non, c'est une institution unique au monde qui a été créée par des parfumeurs d'ailleurs. C'est une bibliothèque des senteurs. Et donc à la fois, depuis 15-20 ans, ils demandent à ce que tous les parfumeurs qui sortent un parfum le déposent à l'osmothèque pour qu'elle soit conservée dans des conditions, ils disent qu'eux, ils peuvent conserver pendant un siècle à peu près, donc c'est dans le noir, c'est au frais, etc. Alors c'est la fragrance, c'est l'odeur, c'est le jus qui conserve ou la formule ? Les deux, s'ils peuvent avoir les deux, mais c'est le jus. Par exemple, ils ont voulu reconstituer ce qu'ils appellent le parfum de Cléopâtre. Alors, c'est pas spécifiquement celui de Cléopâtre, mais c'est celui qui a été retrouvé de cette époque-là à Alexandrie, dans une fiole en verre. Et ils ont réussi, par analyse, de voir les composants et de reproduire un parfum qui aurait pu être celui de Cléopâtre, effectivement. Alors, dans l'exposition, là, on revient au passage Sainte-Croix, on revient en France et plus en Égypte. Là, on quitte l'Égypte. Vous allez présenter un certain nombre d'objets, alors aussi bien des affiches publicitaires, du flaconnage, du packaging. Et on se rend compte que vraiment, dès cette époque-là, ça remontait le 19e, vos ancêtres, ils avaient bien compris l'intérêt du marketing. Vraiment, vous disiez, il y avait, par exemple, les flacons étaient signés Baccarat.
Alors effectivement, ils ont commencé de manière plus sobre, on va dire, avec des flacons, ce qu'on appelle des flacons génériques, c'est-à-dire qui étaient utilisés par plusieurs parfumeurs. Il y avait juste l'étiquette qui changeait. Et puis, au tournant du XXe siècle, là, il y a des parfumeurs comme Coty et d'autres très connus qui se sont mis à vouloir avoir leur propre flacon qui reflète ce qui est à l'intérieur. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, il a fait appel à des grands verriers comme Baccarat, mais pas seulement, la verrerie d'Épinois et des graphistes pour dessiner ce qui peut, pour le consommateur, l'informer sur le contenu. Très bien. Une autre grande maison de parfumerie à Nantes, c'est la maison Saradin. Alors, vous, Patrick Saradin, c'est pas par le savon qu'ils sont arrivés au parfum. Non. Mais par contre, ils n'étaient pas de Nantes. Alors, mon ancêtre qui s'est installé à Nantes en 1781, non, il est originaire de Vendôme. Et c'est en quittant Vendôme, effectivement, qu'il va travailler à Paris et qu'à Paris, il va rencontrer Jean-Louis Fargeon, rue du Roule. Jean-Louis Fargeon, qui est à l'époque le parfumeur de la cour et éventuellement aussi de Marie-Antoinette. Et il va donc faire connaissance avec lui, sympathiser avec Jean-Louis Fargeon et il va devenir son maître de fabrication. Et Fargeon, qui a des velléités, alors il est très dépensier Fargeon, hein, et il a des velléités d'installer des succursales, éventuellement à Bordeaux et à Nantes. Et je pense que c'est sur les conseils de Fargeon que Paul Saradin, mon ancêtre, vient s'installer à Nantes, rue de la Fosse. Rue de la Fosse, où alors là j'ai découvert en préparant l'émission que Manon c'était à l'emplacement où maintenant il y a la librairie Coiffard. Exactement, c'est là où est la librairie Coiffard. Donc je passe tous les ans quand je vois des gens de ma famille qui viennent, on fait une photo bien évidemment devant la boutique Coiffard parce que effectivement vous le verrez dans l'exposition, on a des cartes postales de la parfumerie de la rue de la Fosse où on possédait d'ailleurs l'ensemble de l'immeuble. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, on parlait de la communication déjà, l'aspect marketing et tout ça. Et il y a aussi l'aspect exportation, parce que vous disiez qu'il y avait près de 1/3 de la commercialisation qui se faisait à l'étranger déjà. Oui, à l'exposition internationale de Paris en 1900, où d'ailleurs la Maison Biette et la nôtre obtiennent une médaille d'argent, il y a des commentaires qui sont faits par le jury et dans ce qui est attesté par le jury, comme la Maison Biette, on exporte beaucoup et 1/3 du chiffre d'affaires est fait à l'international. Alors, on bénéficie, c'est pas par hasard que Paul est venu s'installer à Nantes. Nantes, c'est le port majeur avec Bordeaux du XVIIIe siècle, avec toutes les importations de matières premières. D'ailleurs, on retrouve, quand on fait un peu des analyses de journaux de bord des navires, on voit par endroit tant de tonneaux attribués à M. Saradin, tant de matières premières, etc., etc. Alors là, avec la Maison Biette et la Maison Saradin, on parle de parfum. Vous, Julie Fortier, vous parlez d'odeur. Oui, davantage d'odeur parce que dans mon travail, je ne cherche pas nécessairement à faire quelque chose de joli ou quelque chose de portable. Parfois, c'est suffisamment intéressant pour que ça soit porté. À ce moment-là, j'en fais des éditions et on peut porter une œuvre d'art. Ça, c'est ma manière aussi de militer pour faire reconnaître le parfum comme une œuvre de l'esprit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais principalement, je travaille avec des odeurs parce que ma visée première, c'est une visée sensorielle plus conceptuelle qui n'est pas nécessairement cosmétique. Voilà. On revient sur ces histoires donc de ces deux maisons, ces histoires un petit peu méconnues. Finalement, comment vous expliquez le fait que, les Nantais, on connaît effectivement l'U, BN, enfin voilà, ça a perduré. Mais pourquoi cette histoire de la parfumerie à Nantes, finalement, il y en a peu qui la connaissent. Effectivement, elle a été un peu occultée, malheureusement. Alors que Patrick Saradin, dites-nous, oui. C'était des grandes maisons qui, effectivement, avaient pignon sur rue, hein. Tout le monde avait son magasin, son dépôt à Paris. D'ailleurs, sur nos flacons, l'adresse qui est mise, c'est pas celle de Nantes, c'est celle de Paris, hein, bien évidemment. Déjà. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs éléments. D'abord, on a beaucoup travaillé à Nantes, je dirais, un certain nombre d'historiens, la mémoire plutôt de Lefebvre-Utile ou d'Amieux, etc. Et toute cette histoire des savonneries et de la parfumerie est passée un peu, je dirais, au second plan.
Et donc, du coup, et Arnaud et moi-même sommes très contents de pouvoir remettre un peu en lumière. Alors justement, Arnaud Biet, j'allais vous parler, donc là on parle de la mémoire, mais le futur il s'annonce plutôt intéressant, j'ai l'impression. Alors effectivement, ce qui est encore moins connu, c'est que 70% des savons de Marseille fabriqués en France sont faits à Rezé, exactement, par la savonnerie de l'Atlantique. Donc il y a ce savoir-faire qui a été perduré parce que on avait une étudiante, une docteure en sociologie qui a travaillé sur le sujet. Contrairement à Marseille où c'était une tradition orale, nous c'était une tradition écrite. Je parlais des carnets de retranscription, etc. Donc ce savoir-faire a été perdu effectivement à Marseille et c'est Nantes qui a pris le lead sur ce sujet-là. Voilà. Et non, mais parce que là, j'allais parler plutôt de l'avenir, parce que effectivement, c'est des maisons qui ont périclité, du fait de l'histoire, peut-être aussi de la concurrence internationale. Je ne sais pas véritablement ce qui a amené ces maisons à disparaître. Alors, par rachat, effectivement, le phénomène industriel, regroupement, rachat, etc. Nous, en l'occurrence, c'était un groupe international Unilever qui a racheté, mais qui a continué à produire sur Nantes pendant une quinzaine d'années, avant de se regrouper, une fois de plus, dans le nord de la France. Donc il reste quand même une trace au travers de ça, mais surtout, moi quand j'ai fini d'écrire le livre sur cette histoire-là, je me suis posé la question en disant, au fait, je parle du savon, etc., mais concrètement, comment ça se fabrique? Donc j'ai été me former, moi aussi, auprès d'un maître savonnier, et je me suis mis à faire du savon. Alors pour la famille, pour les amis, etc. J'avais une autre activité, donc je pouvais pas en faire plus, mais ma fille aînée, il y a 2-3 ans, m'a dit, papa, j'ai une idée. Ah oui, d'accord, c'est quoi? Eh ben, je monte une savonnerie. Donc, c'est ce qu'elle a fait à Saint-Nazaire. Alors, elle prend un petit peu le contre-pied, puisque elle, c'est entièrement bio, enfin, c'est plus dans l'air du temps. Elle fait travailler que des autistes. Donc, la fragilité, donc le lien entre savon et autisme, voilà. Et elle a démarré comme ça, et ça se porte bien. J'ai aussi une nièce qui, voyant mon livre, Marie Giffaut, s'est dit que il y a des choses superbes et que ça serait dommage de pas le remettre en valeur. Donc elle s'est lancée, elle, dans la parfumerie pure et simple, en éditant des parfums solides, donc à base de cire d'abeille, et des parfums, et plus récemment, des parfums liquides. D'accord, et avec le nom du coup de Biet. Elle a repris le nom de Biet. Voilà. Maison Biet. Oui. La maison Saradin aussi, René, c'est ça? Eh bien, effectivement, on a déposé le nom de la marque Saradin à l'INPI en 2023, puisqu'il y a beaucoup d'appétit actuellement d'investisseurs étrangers et d'industriels pour les marques héritage, les marques legacy, comme on dit en anglo-saxon. Donc il fallait protéger ce nom. On l'a fait l'année dernière, on a recréé une société qui peut être le support de la renaissance, je dirais, des parfums Saradin. Et on y travaille actuellement d'arrache-pied. Je dirais que l'exposition est un peu le point de départ, je dirais, un peu marketing de notre histoire. Et on travaille actuellement avec des entreprises bretonnes. Vous avez parlé, Julie, de Pierre-Olivier David, qui est aussi dans notre carnet d'adresses. Vous ne le saviez pas, mais je vous le dis. Trop bien. Et on travaille aussi avec le laboratoire de pharmacie et de cosmétologie de Nantes, Céline Couteau et Laurence Coiffard, qui sont très connus dans le milieu de la cosmétique. Et puis j'ajouterai aussi le nom de Jean-Claude Le Joliffe, qui lui aussi viendra d'ailleurs faire une conférence sur les poudres au mois de mai, et c'était l'ancien directeur de recherche de chez Chanel. Donc en fait, on se rend compte que le nom, c'est très important. Finalement, c'est vraiment... c'est une mémoire, c'est une histoire. C'est essentiel, effectivement, le redépôt de la marque. Alors, il y a beaucoup de gens qui font du parfum, des investisseurs purs qui veulent vraiment faire, surfer sur un marché qui est extrêmement important. Nous, c'est pas trop notre positionnement. D'ailleurs, on travaille sur ce positionnement actuellement. On va être plutôt sur des produits très qualitatifs, sur effectivement des packagings différents, des étiquetages différents. Enfin, une verrerie, la vallée de la Brelle et les verriers, on les a contactés. Donc, on est vraiment sur
plutôt faire des produits de très grande qualité, aussi bien en termes de sourcing, de matières premières. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Julie. Oui, vous êtes un peu comme Julie, là, on est vraiment dans de l'artisanat, hein. C'est vraiment de l'art. Oui. Et vous, Julie, vous sortez pas un parfum à votre nom? Non, pas mon nom en fait. Moi, je fais des éditions, mais c'est toujours assez confidentiel et je fabrique à façon. Donc, quand on me demande un parfum, je le fabrique pour la personne et voilà. Je fais pas de mise en marché. C'est pas ce qui m'intéresse dans le travail. Bon alors, en tout cas, pour en savoir plus sur cette histoire, donc comme on disait, méconnue des artisans parfumeurs de Nantes, mais également donc découvrir ces œuvres odorantes de Julie Fortier. Rendez-vous au Passage Sainte-Croix du 3 avril au 14 juin. Et comme à chaque fois au Passage Sainte-Croix, il y a de nombreuses propositions pour tous les âges qui sont organisées autour de l'exposition. Alors vous avez des visites guidées, des ateliers pour adultes, enfants, des conférences. Alors, vous retrouverez toutes ces informations sur le site du Passage Sainte-Croix. Alors, je vous signale peut-être juste une conférence en particulier qui a retenu mon attention, c'est Les parfums dans la Bible, qui sera le 18 mai à 18h, une conférence qui est donnée par Philippe Collet, qui est parfumeur retraité et diacre permanent du diocèse de Nice. Alors, merci Julie Fortier de nous avoir un petit peu éclairé sur votre démarche artistique, qui est assez originale. Alors, vous n'êtes que de passage à Nantes, mais on peut dire que vous avez une grosse actualité et puis qu'on va vous retrouver peut-être de manière tout à fait pérenne, puisque la RATP à Paris vous a confié donc d'intervenir sur la station Antonipol, voilà, de la ligne 14. Donc là, vous allez... C'est la ligne 18. Ah, la ligne 18, alors moi j'ai mis 14, voilà. C'est la ligne 18, c'est le Grand Paris Express, le grand projet. Voilà, où chaque artiste, chaque station va être animée par un artiste. Oui, tout à fait. Et donc on va pouvoir... découvrir de manière complètement pérenne vos œuvres pour ceux, mais allez d'abord au Passage Sainte-Croix parce que vous allez voir, c'est vraiment assez surprenant. Et puis Arnaud Biette et Patrick Saradin, merci beaucoup. On a découvert un pan de votre histoire et puis on attend maintenant de sentir les fragrances. Et je rappelle à tout le monde évidemment que le Passage Sainte-Croix, les entrées sont libres, donc surtout allez-y. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci.